Des témoignages assez pudiques, malgré tout, vu le contexte sur cette répression, qui donc s'étend, on l'a vu, à différents mouvements sociaux et pose un certain nombre de questions. Est-ce que je peux ouvrir la discussion par des questions et puis après passer la parole à la salle, ou est-ce que vous souhaitez, vous, intervenir d'abord? Marcel, t'as rien à dire sur de maintenant, après le RIC, désobéissance civile. C'est bien ça quand même. Dis-le à ma place. Dis-le. Il y a Myriam qui veut prendre la parole. Non, mais on peut rebondir aussi sur ce que vient de dire. Conchita. Je perds un peu la mémoire, excusez-moi. Myriam et Marcel? Oui, non, Myriam, je suis galant quand même. Vas-y, Marcel. Non, je crois que le constat qu'on fait, c'est effectivement tous ces combats-là se heurtent au même problème, c'est que les combats sont discrédités, sont réprimés sauvagement, de plus en plus, et que c'est vrai, on est tous des petites graines, on est tous de manière individuelle, on bataille chacun avec nos outils, nos compétences et nos appétences. Après, la question c'est comment on va réussir à trouver un point commun sur lequel on va se retrouver tous, parce qu'on est énormément à batailler chacun de nos côtés. Il y a énormément de groupes, de différences de combattre, de stratégies, de choses comme ça, mais il faudra bien qu'à un moment donné, on se mette autour d'une table tous et qu'on choisisse un type d'action claire. C'est que moi, bon, j'ai beaucoup évolué, Myriam m'a fait évoluer sur les manifestations non déclarées, des choses comme ça, j'ai beaucoup avancé. Et en 5 ans, parce que moi je me suis découvert une conscience politique à partir du 17 novembre 2018. Et c'est vrai qu'en début décembre, quand on s'est pris ces bombes lacrymo, j'avais des gamins en poussette à côté, quand on s'est pris ça dessus, bon, on est tombé de haut, quoi. On se demande que moi, en 50 ans, en 40 ans de carrière, moi, j'avais jamais vu ça dans une manif. Voilà, donc effectivement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne combat pas des policiers. Eux, ils reçoivent des ordres, c'est des gens qui font leur boulot, on leur dit de faire ça, ils font ça, sinon ils perdent leur boulot. C'est pas eux nos ennemis. On a une caste, on a des élus qui ont pris le pouvoir et qui ont une constitution que personne ici n'a votée. Il faut le rappeler. Quand on dit la constitution, c'est pas un problème. Si, parce qu'on ne peut faire peuple, les citoyens ne peuvent faire peuple qu'autour de leur constitution. La constitution, c'est la base d'une vie en société. On vit ensemble. Ce n'est pas les uns qui dominent les autres. Au contraire, la constitution, elle est là pour nous protéger. Et dans cette constitution-là, que personne n'a voté ici, le plus jeune qui l'a voté, il a aujourd'hui 86 ans, il ne doit pas s'en rappeler, elle a été modifiée 22 fois sans passer par la voie du référendum, et ça, on l'accepte. Personne ne se rebelle contre ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et si tout le monde est vraiment conscient de ça, que la cause des causes, parce que là on se base sur des conséquences, la cause des causes, c'est qu'on n'est pas maître de notre constitution. Et que dans un pays démocratique, c'est la définition, demos kratos, peuple souverain, c'est la constitution, mais elle a été trafiquée continuellement. Si on revient à la première constitution républicaine, c'était très clair, les délégués, les députés, élaboraient les lois, les citoyens, dans leur comité citoyen, votaient les lois, et même ils avaient l'initiative des lois. Ils pouvaient changer la constitution quand ils le voulaient. Ça, c'est la première constitution républicaine, qui bien sûr n'a jamais été mise en application, parce que les monarchies européennes n'ont jamais accepté qu'une république naisse au milieu de l'Europe. Voilà, c'est ça notre histoire. Et depuis, les 5 constitutions républicaines, quand on les lit, c'est une dégradation de ce peuple souverain. C'est-à-dire qu'on n'a plus de pouvoir du tout. Du tout. Aujourd'hui, le député le mieux élu, il n'a même pas 30% de voix d'électeurs inscrits. Même pas 30%. Notre président, il a 38%. Si on sort le vote républicain anti-Le Pen, il a 22%. Voilà. Donc, l'article 3 n'est pas respecté. C'est-à-dire une partie du peuple ne peut pas s'attribuer la souveraineté populaire. C'est eux, la partie du peuple, qui s'attribue la souveraineté populaire. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est notre combat
c'est le RIC des Gilets jaunes. C'est vrai qu'on assiste à une médiatisation, mais alors les médias, et puis quand on voit la commission des lois, comment elle traite ce problème-là, en disant mais c'est pas au peuple, c'est pas aux citoyens à se mêler de la Constitution, nous sommes les élus, la démocratie ne peut être que représentative. On se heurte à ça, et c'est ça qu'il faut combattre. Quand Macron dit la loi, la loi, c'est pas la rue qui l'a fait, c'est pas les manifestants qui font la loi, ce sont les élus de la République, c'est le respect de la Constitution. Donc cette Constitution, il faut qu'on en souvienne. C'est tout. J'étais un peu long, mais voilà. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, demain, le 17 novembre, c'est après-demain, à 17h, il y a au moins 140 députés qui vont recevoir la visite de délégations citoyennes dans toute la France. C'est un député sur 5. Pour moi, c'est un grand succès déjà. Et ils vont recevoir notre proposition de loi qu'on leur assène tous les 6 mois sur le site de l'Assemblée nationale et qui passe en commission des lois. Ils en ont marre à force de la classer sans suite. Mais on continue la pression et donc ils vont la recevoir en main propre demain dans leur permanence. Voilà. C'est parfait, c'est à la fois du changement de la Constitution, donc changer les institutions pour donner plus de pouvoir et de souveraineté. Je vais plus vite. Je voulais rebondir sur 2-3 choses que j'ai entendues. La désobéissance civile, on en parle. De fait, quand on a un cadre législatif comme le nôtre, c'est-à-dire qu'il se réduit comme une peau de chagrin à chaque fois qu'il siège à l'Assemblée nationale, on ne sait même pas qu'on est désobéissant. Parfois, on a l'impression, voilà, comme les Gilets jaunes, on a le droit de marcher dans la rue, moi j'ai plus d'œil. Ah, j'ai pas moi, visiblement. Donc on ne sait pas, parce qu'on n'est pas au bord de nos droits, donc tout ce qu'on a perdu, qu'on n'a plus le droit de faire et qu'on continue à pouvoir faire, pensant qu'on peut le faire. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, on est forcément des désobéissants dans une société comme la nôtre qui devient une dictature qui ne dit pas son nom. La sidération dont tu parlais tout à l'heure, Sylvie, tu t'es fait taper par un flashball et tu dis que j'étais sidérée parce que je ne savais pas s'il y avait une cause finalement au fait que je reçoive ce LBD. Et c'est souvent les victimes de violences policières, elles culpabilisent toujours, c'est-à-dire quelque part, soit je l'ai mérité, j'ai dû faire un truc, j'ai dû dire quelque chose. Moi, quand ils m'ont cassé la gueule, c'est la première chose, je me suis dit, j'ai dû dire quelque chose, parce qu'on m'avait dit chante, j'avais chanté la semaine sanglante, peut-être que c'était trop pour eux. On cherche, parce que c'est tellement violent et tellement absurde a priori ce qui nous arrive quand on se retrouve la gueule éclatée par terre, à coups de pompe, alors qu'on n'a rien fait, qu'on essaie de justifier cet acte violent en se disant c'est pas possible que ce soit pour rien, c'est pas possible que c'est juste parce que ma gueule ne plaît pas. Donc on va chercher un prétexte, soit c'est que derrière j'ai découvert, j'avais pas vu, ils avaient dansé quelque chose, soit moi-même j'ai eu un comportement un peu je sais pas quoi. Or non, un policier il est censé, c'est ce que disait très bien tout à l'heure le camarade ex-préfet, c'est qu'il faut la justice. Non. Si vous faites quelque chose de pas bien, la police vous arrête, on vous amène en prison, on fait au tribunal, et c'est les tribunaux qui jugent. Aujourd'hui, on vous tire un bébé et puis on vous a puni. Donc voilà, la justice immanente de la police. Comment faire peuple? C'est ce que tu dis comme question. Moi je vois qu'à chaque fois, encore une fois, si je ne parle pas des banlieues, on n'en parle pas. Sylvie, tu parles de 2015, il me semble que l'opération César sur Notre-Dame-des-Landes, c'est 2012, il me semble que c'est 2012, pour y avoir été, il me semble que c'est ça, et c'était déjà bien gore. C'est 2018. C'est 2018 que c'est l'opération César? D'accord. Donc, du coup, encore une fois, on est étonné quand on voit les violences sur les gilets jaunes, on est étonné parce qu'on n'a pas de mémoire. Et le plus important aussi, si on veut comprendre la société dans laquelle on est, c'est de garder mémoire, de sortir de l'émotion qui fait « Oh mon Dieu, les gilets jaunes, ils ont perdu des yeux, oui !» Mais encore une fois, j'ai rappelé ce qui s'est passé en octobre 61, on a souhaité 200, 300, on n'a jamais su combien d'Algériens ont été assassinés par Papon et François Mitterrand. Donc, il est important de garder mémoire, mais c'est vrai, Mitterrand et Thatcher, t'avais le dire. Donc, il faut garder mémoire pour pouvoir aussi, face à une jeunesse qui perd ses racines, pouvoir lui dire non, tu viens pas de plus loin. Nous, quand on va avec le cadre dans les banlieues pour discuter avec les jeunes qui ont mis le feu à la poubelle, on leur dit écoute, ton message pour l'instant il est inaudible comme ça. Donc, il faudrait peut-être que tu te souviennes, mouvement d'immigration banlieue, brigade anti-négrophobie, la marche de 85, etc. Parce que si tu perds cette mémoire, effectivement, tu repars à zéro et ta colère elle n'est pas nourrie par ton histoire. Donc, comment faire peuple? Moi, c'est la question que je me pose en permanence, surtout que je me rends compte toujours qu'il y a deux France. Il y a la France des Blancs, il y a la France des personnes racisées, et on ne raconte pas la même histoire. Quand vous dites la démocratie, elle décline, elle va pas très bien. Quand on est une personne de couleur, on vous dit ça a commencé quand la démocratie pour vous? Comment un État peut être à la fois démocratique et colonialiste? Pour moi, il y a une grosse contradiction, je ne vois pas comment un État peut être colonialiste et démocrate. Donc, cette illusion démocratique est en train de s'effriter pour les Blancs.
de dire ah ouais, en fait, on nous a peut-être menti, peut-être qu'en fait, on n'est pas en démocratie, peut-être qu'en fait, la République, c'est du flanc. Pour les personnes racisées, on le sait depuis qu'on est au monde et qu'on croise devant les policiers qui vous racontent, là, pour le coup, la gentillesse à côté, ça n'existe pas. Et juste pour finir, ces policiers qui passent leur temps à la télé à justifier leur violence en disant mais nous, on est les gardiens de la République, c'est pour ça qu'on fait ça, qu'on protège la République. Hein. Et d'ailleurs, ça nous emmerde bien parce que pendant qu'on va éteindre le feu dans les banlieues, on ne peut pas protéger le tout venant et ces pauvres gens qui sont harcelés par les étrangers notamment. Surtout, quand je me suis fait arrêter par la police il y a un mois de ça, ils m'ont amené en garde à vue, j'aurais fait des lignes de fuite, bref, n'importe quoi. Je monte dans ce camion de police, d'accord? Ils savent très bien que je suis conseiller municipal, ils me suivent depuis plus de 15 ans à la culotte. Je suis harcelé en permanence, je vous l'ai déjà dit, donc ils savent très bien qui je suis quand ils m'interpellent pour un délit de fuite. Alors déjà, je leur dis, bon, je vais fuir, je vais le conseiller municipal dans 3 jours, donc on va me trouver là-bas, hein, je ne vais pas faire très bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce camion? Je suis donc conseiller municipal. Que me dit le policier quand je monte dans le camion? Toi, tu nous fais chier, tu nous casses les couilles. Voilà comment me parlent les policiers régulièrement à Bordeaux, et notamment dans ce camion où là je me sentais plus du tout en sécurité, je suis en voilà. Tu nous fais chier, tu nous casses les couilles. Je suis une élue de la République. Mais voilà, je suis une femme, je suis noire, alors ça compte pas pour moi la République. Pour être élu député, ça ne changera rien. Donc il faut arriver à prendre conscience quand même que cette illusion démocratique dans laquelle on vit depuis très longtemps, depuis la Révolution française en quelque sorte, hein, on dit voilà, on a éclairé le monde avec le droit de l'homme, le monde était dans l'obscurité, la France est arrivée, oh, on a vu la lumière. Et bien en fait c'est le début de l'illusion, c'est le début qui nous maintient dans ce truc de jusqu'à quand je peux être pour être, pas pour être, la désobéissance devient notre arme principale. Tout à l'heure tu parlais de la violence civile qu'on subit. Mais la question de comment nous, si on va réagir à cette violence, est-ce qu'on peut rester pacifiste face à une violence qui est démesurée? La question se pose. Voilà. À quel moment on va passer de militant à résistant? La question se pose. Pour le pacifisme, et la question que je voulais poser à David sur justement la tenue tout au long des manifestations, où moi je t'ai vu, y compris dans des contextes extrêmement violents et extrêmement tendus, tenir aussi ta ligne d'un calme assez fascinant. Donc, on entend plusieurs stratégies possibles. J'aimerais bien que tu reprennes la parole, si ça n'embête pas la salle. D'abord, je vais répondre aussi à la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une solution. Et je suis tout à fait d'accord avec une réécriture des citoyens et de la Constitution, ou une réécriture de la Déclaration des droits de l'homme, réactualisée, parce que c'était peut-être des textes valables à l'époque où ils sont sortis, mais de nos jours, il y a tellement de choses qui ont changé, on peut les changer. Pourquoi pas aussi un acteur radical, ce sont les syndicats qui rédigent un nouveau code du travail simplifié, puis ils sortent ça médiatiquement, ils sortent ça à la vue des citoyens, à la vue des politiques. Voilà, on vous propose ça, un nouveau code du travail. Ça peut être toutes ces formes donc, de réécriture de textes où les syndiqués et les citoyens sont assez grands pour pouvoir faire des choses. Et en fait, donc, par rapport au maintien, malgré les conditions extrêmes, donc j'ai été pompier, j'ai dû délaisser, que ce soit hors manifestation ou en manifestation. Chaque blessé est un traumatisme. Bon, elles sont toutes pareilles, une plaie, des éclats d'obus, un œil percé, une main arrachée. Mais chaque blessure est un traumatisme. Et c'est vrai qu'au faucheur volontaire, il y avait donc José Beauvais, Jean-Baptiste Libouvent, des gens qui étaient impliqués dans la désobéissance civile non violente. Et on avait pour les faucheurs volontaires ce qu'on appelle la charte des faucheurs volontaires, qu'on avait tous signé. Donc ils nous demandaient d'agir à visage découvert, de façon non violente, ainsi de suite. Et cette charte a été respectée par une quantité de gens, et au fur et à mesure donc, des actions, dans les premières années, on s'est vraiment fait taper dessus très fort, mais dans le maintien de notre pacifisme, petit à petit, des gendarmes ont été de notre côté. Ce sont même des gendarmes qui nous ont appelés pour nous dire où étaient les champs d'OGM. Mais politiquement, effectivement, ils ont voulu éradiquer tous nos messages. Mais le pacifisme a été, on va dire, la solution qui évite le plus de dommages collatéraux. Mais pacifique ou pas, on peut toujours avoir des dommages, c'est pas une règle en soi. Mais le comportement pacifique uni, un peu organisé, il peut faire passer des barrages policiers où c'est bloqué sans rien faire, juste en levant les bras. Voilà, on peut faire pas mal de choses comme ça. Mais pour ça, il faut s'organiser, s'entendre, et c'est difficile. Voilà.
Donc c'est juste ça, les blessés. Voilà. Si je peux intervenir, je propose qu'on se donne 10 minutes encore de discussion, puisqu'on a encore ce temps-là, et puis on pourrait aussi un très rapidement. Donc, la non-violence, à mon avis, en soi, elle ne permet pas d'avancer. Il faut l'articuler à la désobéissance civile pour qu'il y ait une perspective d'action. Mais elle ne suffit pas à protéger. Là, j'en veux pour preuve la dernière manif contre l'A69, l'autoroute Castres-Toulouse. On était encore quelques Bordelais là-bas. On était assis par terre dans un champ autour d'une conférence donnée par les scientifiques de la Techopole de Toulouse, avec des familles, des poussettes, et la police a chargé dans notre dos. Les jeunes se sont levés, les mains en l'air, pour bien montrer le pacifisme qu'on avait. Rien à faire, ils ont quand même chargé. Et ils nous ont envoyé encore un déluge de lacrymo. Donc je crois qu'en ce moment, il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est qu'on a un pouvoir, et je réponds ça à Marcel, on a un pouvoir qui n'a plus de légitimité politique. Tu remarquais que Macron était élu par une minorité de Français, mais ils le savent très bien. Ils savent que leur avenir politique ne tient qu'à la file, qu'il faut qu'ils envoient les cellules antiterroristes contre Loïc Le Maraîcher, ou bien contre les agents de la CGT Énergie. Ils envoient les cellules antiterroristes parce que tellement ils ont peur, effectivement, et tellement ils veulent exterminer cette lutte. Donc je crois que ça se renverse. Le niveau de violence que l'on subit en ce moment est lié à la faible, à l'illégitimité du pouvoir qui est là en place et qui voit bien que sa situation ne peut qu'exploser puisqu'il y a une misère qui explose, un nombre de gens qui ont faim absolument ahurissant, une situation écologique, vous voyez bien les inondations, les sécheresses, qui devient dramatique au quotidien et qui inquiète tout le monde. Tout le monde. Moi, j'ai un copain Toulouse qui me dit, mais tous les gens qui passent dans mon cabinet maintenant me parlent de ça. Ils ont tous peur, ils sont angoissés. Et c'est normal, c'est angoissant. Et une jeunesse qui voit qu'on est en train de la priver d'avenir. Donc, il y a une situation détonnante comme on n'en a jamais eu. Et à partir du moment où notre gouvernement, les dirigeants de ce monde, ont choisi de continuer coûte que coûte à extraire du pétrole, à diminuer les salaires, à tabasser des gens, à réprimer, et ça ne peut qu'exploser davantage. La Cocotte Minute est partie pour ça. Donc, il faudra peut-être lever les mains des fois, mais il va falloir aussi trouver notre stratégie. Là, je suis d'accord avec Myriam. Si je peux rajouter quelque chose, alors sur l'aspect démocratique, moi j'ai passé un cap, je pense que dans une société capitaliste, il ne peut pas y avoir de démocratie. C'est un pouvoir, c'est une société qui agit par domination de l'économie sur les personnes et sur la nature. Donc au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Voilà. Donc après on peut essayer de bidouiller, etc., mais ça reste du simple bidouillage. Je vais y arriver, oui, sur les violences. Il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on comprenne chacun, c'est que même si on le fait tous avec conviction ou quoi que ce soit, le ronron à la télé, ce que les gens disent, etc., mais même des fois, on avoue, on y croit. C'est-à-dire qu'on ne se pose même plus les questions. Je dois avouer que, pourtant je suis quelqu'un, j'ai jamais fait de trop grosses conneries, machin, je suis syndicaliste, je revendique du salaire et des emplois. Voilà, quand je vois des collègues comme là, il y en a un, il est parti dépanner en Bretagne, et il ne rentrera pas. Voilà, il rentre en cercueil. Voilà, et qu'on se bat parce que ce genre de personnes sont payées 1200 balles et que quand il arrive la réforme des retraites, on leur traite de privilégiés, etc., et que vous demandez juste une augmentation de salaire, on vous dit non, 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 que vous en êtes rendu à 3h du matin, à vous réveiller, à enfiler une cagoule, à vérifier des tracés sans caméra pour savoir où est le gros disjoncteur pour couper une entreprise qui va rester coupée 2 minutes le temps que le service de secours, et qu'on vous dit terroriste, mais en même temps, les limites, vous pensez à le croire. Vous dites, attendez, je suis un citoyen, et pour exprimer des idées, je suis obligé de me lever la nuit, d'enfiler des cagoules, vérifier les tracés, vérifier les caméras, faire attention à mon téléphone, le poser là.
Est-ce que j'ai pas été entendu? Cacher des choses à sa famille, à ses amis, pour pas savoir où on est, pour faire une action de grève. Mais à la fin, quand vous vous regardez dans le miroir, vous dites, mais ils ont peut-être raison, j'ai quand même un petit truc de terroriste quand même. Non, mais et alors que non, il faut quand même être psychologiquement, on va dire, assez stable pour dire non, c'est qu'on m'y pousse, quoi, quelque part, quoi. Et ça, je pense que c'est important. Des fois, il faut qu'on se le dise et qu'on se le répète. Non, on n'est pas des violents. Non, même si on est à 10 gardes à vue, qu'on est déjà passé au tribunal, non, on n'est pas des violents. On n'est pas des terroristes. Et qu'au bout d'un moment, ce qu'on fait, on le fait par conviction, on le fait parce que c'est juste. Dans vos propos et dans ce qui a été dit tout à l'heure, que finalement, enfin c'est ce que vous dites, hein, mais la réponse, elle est à la hauteur aussi de la déstabilisation d'un ordre économique, social, que les actions portent en elles. Couper chez la marge, rétablir chez les plus démunis, c'est inverser quand même un ordre économique et social profondément injuste. C'est aussi faire des actions qui rencontrent une sympathie énorme dans le public, et donc la riposte, c'est de les salir en inversant l'image que vous pourriez avoir en plaçant la violence de votre côté et pas la violence du côté de celui qui l'a subi d'un point de vue socio-économique et de celui qui laisse faire l'État d'un point de vue politique. Donc voilà, ça, je trouve que ça se complète assez bien. Est-ce qu'il y a d'autres paroles dans la salle? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je le dis. Parce que là, on fait toujours des bilans. Des bilans. On a fait les bilans, maintenant il faut avancer. Il faut se dire qu'il faut faire quelque chose. Et que chacun le fasse à son niveau. Bon, Myriam, elle a des idées, mais impliquez-vous même tout seul. Non, mais parce que tu vois, par exemple, les élections, tu disais tout à l'heure, voilà, les députés, on va leur demander l'achat. Mais soyons aussi des élus, quoi. J'ai l'impression que je suis la seule élue gilet jaune en France. C'est pas normal, quoi. Il y a des villages entiers qu'on peut prendre par des élections. Hein. Et à Bordeaux, grâce à la France Insoumise, au syndicat et aux gilets jaunes, on a eu quand même 3 élus. Donc, à un moment donné, tous les moyens sont bons pour renverser le pouvoir, y compris le fait qu'on devienne nous-mêmes ces politiciens. On l'est déjà. Donc, pourquoi on leur laisse la place? Alors, je vais faire une toute petite remarque tout à l'heure que disait Marcel. Tant qu'on n'aura pas décidé ensemble d'y aller, ensemble au fond, bon, enfin, je connais un peu le milieu militant, ça c'est pour le 22e siècle. Bon, c'est pas... Par contre, ce qui est en train de grandir et qui n'arrivait pas avant, c'est que lorsque une catégorie de population est martyrisée, il y a une plus grande solidarité, une réactivité. Moi, je vois les syndicalistes qui sont venus s'opposer à la répression dans les cités en juillet dernier, qui ont pris position contre le fait qu'on était en train de matraquer la jeunesse. Je vois à Sainte-Soline, on est avec la CGT du 79 et Solidaire du 79 qui ont été de bout en bout avec nous et qui ont porté tous les combats. Et c'est pas facile pour des syndicalistes. Sophie Binet, qui est venue au procès des militants et qui a pris une position claire à la fois sur les questions écologiques et sociales. Il y a des choses qui changent, qui évoluent, et une solidarité qui se construit, je crois, dans l'action. Là, il y a eu, c'est vrai, une époque à Bordeaux, je me souviens, les Gilets jaunes, en manif des Gilets jaunes du 1er mai 2019, où on est passé devant le banquet annuel de la CGT, dans la place sur devant la cour du travail, et il y avait des copains de la CGT qui étaient là avec leur repas, et les Gilets jaunes qui ne risquaient pas de pouvoir payer même les 25 balles du repas de la CGT, et qui les regardaient, qui sont allés s'acheter un maigre sandwich chez Vital juste à côté. Ils sont partis sur les boulevards, ils ont été nassés. Voilà, on a été nassés sur la barrière de ça. Mais enfin, il y avait là une situation, mais c'était UPS, et je crois qu'on a fait du chemin depuis, et c'est cette solidarité qu'il faut continuer de faire grandir, même si c'est vrai, lâcher mon miracle où on va tous venir et décider ensemble de faire la révolution ensemble, on n'est pas encore là, mais les solidarités, il faut les construire et s'écouter, écouter les luttes des uns et des autres, et ça permet d'avancer. C'est pas mal. Si ça vous va, on peut peut-être conclure là-dessus, Sylvie, avec ces répertoires diversifiés, complémentaires, et puis
vers un horizon commun et des mobilisations communes. Je crois que c'est un peu ça qui ressort. Et ben, merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à maintenant. D'avoir été présents pour cette dernière table ronde.